Qu'est-ce qui provoque les inondations? La nature. Qu'est-ce qui provoque le risque d'inondation? C'est nous. Donc en fait, nous sommes responsables des dégâts que nous subissons. En fait, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui les provoque? Notre maladaptation à ces mouvements. J'ai entendu beaucoup ce soir le mot inondation et tout de suite on le rapporte à des dégâts, un peu l'idée de catastrophe, de désastre. Mais non, une inondation, c'est une submersion. C'est comme si vous disiez aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il y a une submersion. C'est simplement l'eau bouge, varie, est en mouvement sur la terre. Voilà, il pleut, il y a une inondation. Par contre, le risque d'inondation, c'est quand il y a des intérêts, et là, on va dire plutôt humains, anthropocentrés, qui rentrent en compte. Et c'est là où, nous, en tant qu'humains, on a des soucis, parce que qu'il y ait une crue sur un champ qui est inoccupé, sauf peut-être par de la faune et de la flore, va pas émouvoir grand monde. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui provoque en fait notre mauvaise vision, notre maladaptation à nos territoires? Et je vais essayer d'en parler un petit peu au cours de ces quelques minutes. Et donc finalement, comment est-ce qu'on s'y prépare au risque? En changeant notre manière de voir le monde et de faire et de fabriquer notre ville. Alors ça paraît simple et un peu naïf, mais en fait c'est aussi simple que ça. On a tellement pensé qu'on pouvait avoir une domination de l'homme sur la nature par la machine qu'on a intégré en fait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et à coup en fait de dépenses, de ressources, alors énergivores, aussi une consommation matérielle assez importante, on s'est coupé en fait de choses aussi simples que une rivière a un lit mineur et un lit majeur. Voilà, c'est aussi bête, c'est de la géographie. Bienvenue en école primaire, il y a un lit majeur, il y a un lit mineur. Si on se met dans le lit majeur, on aura les pieds mouillés. Bon, je suis désolée, je dis les choses un petit peu de manière caricaturale, mais c'est vrai que, excusez-moi, mais quand on entend beaucoup aux informations, j'aurais jamais cru que ça puisse arriver. Bah oui, mais bah si. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors j'espère que dans quelques années, on dira plutôt avant on subissait ça, maintenant ça, on fait autrement. Voilà, j'espère plutôt que ça sera un peu ça, ce qui tournera en boucle à la télé. Et quelle place pour les habitants? C'est vrai que ça a été dit un peu au long cours, mais comme tout est lié à notre manière de voir le territoire, voir la ville, voir la manière dont on s'établit en tant qu'être humain, aussi c'est largement lié au mode de vie. Et donc en fait tous les imaginaires dont on a entendu parler, qu'on développe, etc., ils sont les bienvenus parce qu'il nous faut... Alors certains disent réapprendre à vivre avec la nature. Est-ce qu'on a déjà vraiment su vivre avec la nature? Même les Romains y allaient à grands coups quand même de déforestation et compagnie. Donc en fait, il faut qu'on apprenne tout simplement et peut-être pour certains réapprendre parce que je pense qu'il y a quand même quelques sociétés, civilisations autochtones qui font un peu moins de mal à la planète que l'Europe. Mais voilà, parce que, voilà, hein, pour dire les choses un peu bêtes, hein, les inondations, on les subit, mais on les provoque. Le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la raréfaction des ressources à l'échelle planétaire, les pollutions massives et généralisées, c'est nous. Tout simplement. Donc, c'est à nous de nous mettre en œuvre, de nous engager pour réparer, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Tout simplement, sauf si vous avez prévu de disparaître demain, ça peut vous intéresser. Souvent, on dit si vous avez des enfants, mais rien que vous, parce qu'on parle de demain, en fait, là, d'une certaine manière. Alors, parfois, on me dit « Ah, vous êtes trop négative. » Ben oui, mais je lis quelques articles. Alors, parfois, on me dit « Oui, il faut garder une once d'optimisme. » Ben, ça, j'y crois forcément, sinon je ne ferais pas le métier que je fais. Parce que je pense qu'en tant que concepteur, on est un peu...
en fait, à l'intersection d'un certain nombre de domaines utiles et un peu déterminants, puisque on est à la fois en capacité de parler avec les gestionnaires du risque qui, eux, ont pour but d'anticiper, de nous modéliser des choses, entre autres, hein, mais on est aussi capable de parler avec les géographes qui, eux, peuvent nous raconter comment est-ce qu'un territoire fonctionne dans toutes ses couches entre l'air, le sol et les sous-sols. On est capable de parler avec des citoyens, des habitants sur les modes de vie. Enfin, on a un petit peu, on se prend en tout cas pour chef d'orchestre. Alors, si on se dit qu'on est capable d'agir, c'est encore une fois parce qu'on est responsable de l'état des villes. Et là, on va en parler un petit peu aujourd'hui de ça. Paris, décrue centenale. Alors là, je suis obligée de faire un petit mot où on dit souvent la crue centenale. Attention aux mauvaises interprétations. Même si une crue centenale... Là, j'étais en train de me dire, mince, est-ce que je me suis trompée dans les chiffres? C'était la 1876 qui est considérée crue centenale ou pas? Bon. Les 3 premières, en tout cas, viennent d'une carte de Belgrand. Mais on a un peu cette idée qu'elle revient une fois par tous les 100 ans, à peu près. Mais ce n'est pas du tout ça ce qu'on veut dire par crue centenale. Une crue centenale, ce n'est pas 1% de chance que ça arrive par siècle. C'est 1% de chance que ça arrive par an. Et on a plutôt de la chance qu'on a 99% de chance chaque année. Mais on peut avoir une crue centenale cette année, une autre l'année prochaine, etc., pendant 10 ans, puis plus rien, et puis ça peut recommencer. Ça veut dire qu'on a 1% de chance chaque année. Alors j'utilise le mot chance exprès par rapport aussi à la question du risque, parce que je vous ai dit, oui, on parle du risque d'inondation quand il y a des dégâts ou autre. Mais bon, vous prenez le risque d'aller jouer au loto, parce que vous espérez aussi parfois que ça gagne. En fait, prendre un risque, c'est à la fois une vision positive et une vision négative. Mais bon, je ne vais peut-être pas un peu rentrer dans tout ça, mais tout ça pour vous dire, c'est des questions de perception et de vision avant même de savoir ce qu'on va faire. Déjà, regardons un peu comment est-ce qu'on perçoit les choses. Ben oui, Paris est inondé. Ben oui, avant vous, ça a été dit toute la soirée. C'était un marécage. Donc bon, ben, maintenant que c'est complètement imperméabilisé, le Marais, Pantin, Saint-Germain-des-Prés, pour aller peut-être un peu ailleurs, regardons le nom des choses. Bon. Alors Paris, juin 2016, si je ne me trompe pas, on a frôlé la centenale, mais je crois qu'on ne peut pas l'appeler centenale. Mais là, c'est un peu le Paris historique avec feu Notre-Dame avant. Voilà. Mais c'est un peu pour vous montrer que ça, c'est pendant la crue. Il fait beau. Bon, l'eau, elle est un peu boueuse. Le RERC est fermé. Mais à la limite, bienvenue en période d'inondation à Paris. Ça, c'est pour le monument historique et l'exceptionnel, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder à cette pluie qui nous tombe tous les jours dessus et de regarder ce Paris du quotidien et de regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes. Alors je ne vais pas rentrer dans une coupe très détaillée du Paris d'Haussmann, et il n'y a pas que Haussmann à Paris d'ailleurs. C'est un peu une caricature, même une grande caricature. Ça, c'est un logo, hein, donc ce n'est pas la vision qu'ont les urbanistes des paysages urbains ou des milieux, mais c'est un logo que je vois régulièrement et que je vois souvent avec les étudiants où ils tracent cette espèce de ligne noire pour faire la coupe d'une ville. Et c'est comme si on se disait, mais cette ville, c'est une espèce de plaque comme ça, imperméable, qui se pose sur le territoire, alors qu'en fait, il pleut, il y a de l'eau souterraine, il y a des rivières, il y a des flux. On a même dans cette vision en fait de la ville comme une espèce de couche d'asphalte d'enrobé, alors enrobé noir à Paris, mais cette couche un peu imperméable comme ça, qui serait sur tout le territoire et qui nous déconnecterait d'une certaine manière de l'air, du sol. Puis bon, les 3 petits points sur les côtés. Enfin, il y aurait tout ça à regarder. Donc, j'insiste que c'est une caricature. Il y a beaucoup de gens qui ne dessinent pas comme ça, et heureusement. Mais c'est un peu pour vous dire, on est déconnecté de nos territoires parce qu'on pense ingénierie d'une certaine manière et un peu moins paysage. Alors là, juste un petit mot de vocabulaire aussi, vous devez en avoir marre de ce mot résilience. Pourtant, il est bien utile. Et c'est terrible comment un concept qu'on a pu mettre parfois 10 ans à faire monter de la recherche, on va dire, de pointe jusqu'à un grand public généraliste, et bien après, pif, greenwashing, on en met à toutes les sauces et puis on ne sait plus et on n'aime plus.
Et en fait, alors la résilience, c'est quand même assez intéressant parce que c'est une autre vision du monde où en fait, nous, on est un peu dans les sociétés, on va dire, pardon, je remonte juste là, les sociétés drainantes, les sociétés où c'est l'ingénieur, c'est la canalisation et le réseau qui vont gérer. Ce qui arrive en haut, on le collecte, on le canalise, on l'envoie le plus vite, le plus loin possible. Ce qui arrive par en bas, on essaye de le pousser pour que ça reste en bas. À chaque fois, on essaye de lutter contre, on résiste. On a des seuils de résistance. Les ingénieurs pensent avec des seuils de résistance parce que de toute façon, c'est un peu compliqué de ne pas fonctionner avec ces seuils en termes mécaniques. Mais voilà, on a cet esprit un peu en dur. Et en fait, ça pourrait être par exemple ce qu'on appelle la résilience d'ingénierie, où l'idée, ça va être de dire, on a un état initial, puis on a une perturbation, un événement perturbateur. Et le but de ces ingénieurs, ça va être de faire en sorte qu'on revienne à l'état initial. Moi, j'aime bien la résilience, non pas pour cette résilience-là, mais celle qu'on appelle la résilience écosystémique ou d'ingénierie, qui dit qu'en fait, on a un état initial, mais en fait, on va avoir une perturbation et on va avoir un autre état, donc, que certains appelleront instable, mais sauf que le fait d'avoir subi cet état-là, cet événement, on ne reviendra pas à ce qu'il y avait avant. On va évoluer. Et en fait, on va se transformer, on va modifier nos pratiques, événement après événement. Alors, ça serait bien que ça ne soit pas que par des événements catastrophiques, qu'on anticipe un peu les choses, mais il y a cette idée qu'en fait, c'est fini, stabilité, instabilité, c'est des variations, des dynamiques. On est sec, on est humide, on est un peu humide, on est beaucoup humide, on est un peu sec, on est très sec. Et ça va être à nous de fluctuer entre ces variations. Et donc à nous de nous adapter et de transformer comme ça au fur et à mesure. Et cette résilience-là, elle est intéressante parce qu'elle permet de dépasser le mot de résilience et de ne plus en parler. Et donc je ne vais plus en parler maintenant. En fait, ça permet de se dire, bon, ben, maintenant qu'on a des variations, des dynamiques de l'eau dans notre territoire, l'excès, le manque, parce que souvent c'est une mauvaise gestion de l'excès qui entraîne le manque, ben, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, si on a des sols qui sont d'eau, on peut peut-être penser à des architectures qui bougent, ce qu'on appelle l'amphibie. C'est en fait une plateforme flottante sur des vérins, et puis ça monte et ça descend simplement avec la pression gravité de l'eau. Bon. Il y a des exemples aux Pays-Bas, Angleterre. Là, c'est un peu pour se faire plaisir, des petites maisons flottantes. Ben oui, si on a des bassins de rétention d'eau, pourquoi pas venir les habiter? Bon, là, il y a la petite remarque du jardin pour caler l'unité architecturale de mobilité de vie, la maison, le jardin, le bateau, ça peut pas être désagréable. On a toutes sortes de choses qui se font un peu à travers le monde, à travers l'Europe. On a beaucoup, en fait, cette idée de square de l'eau pour venir retenir, infiltrer, aider à, en tout cas peut-être aider à infiltrer, en tout cas des paysages qui sont pas que de l'ordre de la mobilité et du trottoir parisien, mais autre chose. Donc ça s'appelle parfois les squares de l'eau. Alors à Copenhague, on a les mêmes à Rotterdam pour vous montrer que ça se réalise. Et c'est du multifonctionnel, en fait, ça fait rétention d'eau quand il y a un événement, mais sinon c'est un terrain de sport ou toutes sortes d'activités. Cette idée en fait de square de l'eau, il y a cette petite anecdote, elle est intéressante, mais en fait, si on réfléchit un petit peu plus loin, c'est aussi cette idée qu'on va pouvoir penser des quartiers qui sont en fait plutôt des petits bassins versants artificiels. Donc là, on est plutôt à se dire quelles seraient les leçons de la géographie pour nos territoires, nos villes. Ça, c'est Rotterdam. C'est une vision que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de voir. C'était pour le plan Rotterdam-Waterstad 2030, si je ne me trompe pas. Bon, vers Paris 2050, on est un peu en retard, je l'ai dit. On peut aussi avoir aussi des exemples de rivières urbaines temporaires, si on pense un peu cette complexité entre notre chair enrobée, mais aussi peut-être des canaux, des parcs, des choses temporaires, mais la coupe de la rue, ça c'est
Drezel et Ramboll à Copenhague encore, bon ben voilà, hein, les Danois, les Néerlandais, mais il n'y a pas que eux, toujours dans ces idées d'éponge, de multifonctionnel, de donner de la place à l'eau et de vivre avec tout ça. On a les parcs en Chine, en fait. Alors les Sponge Cities, c'est quand même un programme depuis 2015 en Chine, et il y a l'agence Turenscape qui travaille dessus depuis beaucoup d'années. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est assez sympa. Voilà, quand c'est inondé, bon, bah, y a toujours une passerelle qui permet de franchir la rive, mais on autorise que bah, de temps en temps, l'homme ne peut pas forcément aller partout, tout le temps. Est-ce que c'est bien grave? Pas forcément. À Madrid, on a cette idée aussi de berge, mais c'est presque en fait voilà, cette rivière de Madrid qui prend de la place et qui vient s'étendre, et des berges qui ne sont pas toujours canalisées. Alors nous, on a le problème chance, je ne sais pas, entre le patrimoine de l'UNESCO et nos berges hautes et basses classées, mais est-ce qu'un jour, on n'aimerait pas pour de vrai pouvoir aller nager dans la Seine sans les combis et sans toutes les autorisations? On parlait de la. Alors, je voyais c'est quoi la paille là, pour boire. Alors, c'est vrai que ça existe déjà, c'est la paille de vie. Ça existe pour, en fait, surtout les territoires secs et qui ont que, en fait, des mares ou autres, ou même le sol rempli de maladies. Bon, bah, il y a la paille de vie pour boire directement dans une mare insalubre. Parce que quand on parle excès, on parle manque, on parle aussi qualité de l'eau, donc toutes les pollutions, ça vient en prendre en compte. Je vais aller rapidement, j'ai déjà dépassé tout le temps imparti, mais je voulais vous montrer aussi que même si on dit que où sont tous ces squares, bassins versants, rivières urbaines temporaires ou pas, à Paris, parcs, il se passe quand même des choses en France et j'en suis plus que contente. Et j'avais envie de vous donner un peu comme exemple un projet, c'est un concours d'idées qui a été lancé en 2021 auquel j'ai participé avec l'équipe de Villers et associés. Alors j'en suis plutôt fière, même si j'étais modeste actrice, puisque la chef de projet c'est quand même Marie Evo. Et c'est vrai qu'on a été lauréat Grand Prix national, donc bon, c'est pour vous donner un petit peu à voir. C'est la confluence de la Seine et l'Yonne. Et c'est le parc de Montereau, Fautes-sur-Yonne. Donc c'est une zone d'activité où il y a des entreprises de BTP, risque Céveso. On est bien, ça change des habitations d'aller voir un peu les entreprises. C'est une crue en fait qui est centenale de 30 à 50 cm. Donc en fait, c'est gérable. Le risque, il vient plutôt des activités qui sont sur place que vraiment la hauteur d'eau, hein, c'est quelques marches. Donc en fait, alors je vais parler en mon nom parce que c'est quand même un gros projet, une grosse équipe et je ne peux pas parler au nom de Marie, mais moi dans ma tête, je me disais, bon, bah, déjà on va essayer de réfléchir un peu au cas par cas. On a fait un inventaire de toutes les entreprises, comment est-ce qu'elles fonctionnaient, mais du rapport au sol qu'on pouvait proposer à ces entreprises en termes de transformation ou d'adaptation. Donc il y a toutes les déclinaisons, hein, on s'est un peu amusé, pilotis, amphibies, sur digues, sur tertre, semi-enterrés. Ben, tout de suite, il a fallu regarder comment ça marche en termes de réseau, ces choses-là. Parce que si on veut qu'on ait des entreprises qui puissent se relever après une crise, mais qui puissent aussi fonctionner pendant une crise, ben, il y a des réseaux essentiels. Alors, Internet, hein, on vit avec Internet, parce que pour recevoir les alertes météo, aujourd'hui, il vaut mieux avoir Internet. Un poste transfo devient, en fait, la question du poste transfo devient primordiale. Mais il y a aussi les eaux usées, l'eau potable. Si vous avez du personnel sur site, comment vous vivez? Donc ce n'est pas qu'une question de rapport au sol, ça a aussi été rapidement une question de réseau. Et puis on a fait tous ces catalogues où on essayait de se dire, bon, alors ça peut être parfois des bâtiments privés, parfois ça peut être des greffes, où le bâtiment a déjà son fonctionnement, puis pour la crise, c'est une greffe de réseau architectonisé qui émerge, ou c'est peut-être en fait un dispositif dans l'espace public. On avait un peu comme ça plein d'idées. Au final, on a simplifié le propos en regardant qui va avec quoi, quel réseau marche avec quel rapport au sol et comment ça peut fonctionner. Et puis on a enlevé tous ceux qui étaient impossibles.
On en a gardé quelques-uns qui n'existent pas encore. Par exemple, un poste transfo où on pourrait y accéder par le dessus. Ça serait assez intéressant si des designers nous écoutent. On a fait un peu ce catalogue et c'était l'idée de proposer aux entreprises de pouvoir choisir à la carte qu'est-ce qui les intéresse suivant leurs besoins, leurs fonctions, leurs activités. Et donc ne pas imposer, mais avoir quand même des espèces de solutions un peu toutes prêtes à l'emploi pour pas qu'eux aient à faire toutes les démarches de diagnostic, stratégie et compagnie, où porter collectivement, ça va un petit peu plus vite. Et associé à cette espèce de catalogue rapport au sol, une fois qu'en fait on avait un peu pré-géré la question stratégique des entreprises au cas par cas, en fait, on s'est servi du paysage et on a reconfiguré le paysage pour désimperméabiliser, accueillir l'eau et tout ce blablabla du vivre avec, mais qui est quand même assez intéressant. Vivre avec notre site alentour, mais aussi dans le site, comment ça se passe. Je vous passe juste des images pour quelques visuels, mais pour vous dire après la pluie, puisque là c'était eux, surtout les paysagistes quand même, pour les mentionner, on fait tout un travail de configuration, de reconfiguration du paysage. J'aurais tellement envie de vous parler de nos passerelles, nos potons. On réutilisait tout le patrimoine du site industriel de rails pour faire circuler les marchandises, etc. Mais on a surtout essayé de réfléchir à cette idée du récit de la crue. Et donc, en fait, on a des situations de paysage avant, pendant, après, je ne sais plus dans quel ordre je les ai mises, là j'ai l'impression que ça ne se suit plus tout à fait, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a imaginé plein de petites configurations comme ça. Avant, on va dire temps normal, pendant, après, qu'est-ce qui se passe? Et toutes ces petites configurations, en fait, ensemble, elles forment un système de parc, mais pas que parc, c'est aussi de l'espace public, parce qu'on aimerait bien que tout ça ne soit pas toujours « Ah, on va faire un bassin de compensation à gauche ». Oui, mais comment l'eau innerve aussi nos espaces publics du quotidien et pas que le parc du week-end ou de la pause déjeuner pour ceux qui ont la chance. Mais on avait toutes ces idées de petits récits qui, au bout d'un moment, en fait, s'imbriquent entre le paysage, l'architecture, l'urbanisme, l'écologie, tout ça. Et on avait quelques petites scénettes d'une plateforme où, en fait, en temps normal, on l'utilise comme plateforme. Et en fait, en temps de crise, les entreprises peuvent venir utiliser la darse, en fait, qui est au cœur de notre site, et stocker du matériel qu'ils ont besoin de protéger sur des péniches. En fait, c'est aussi simple que ça. On déplace les stocks durant la crue sur en tout cas des plateformes flottantes sur la darse. La plateforme, elle peut servir aussi à autre chose. Il y a quand même Hermès dans le coin. Donc, à la fois, on protège leur peau durant une période d'inondation, mais aussi en temps normal, on peut peut-être essayer d'imaginer des défilés où la Darse ou la Seine deviendrait un grand paysage de défilés. On a toute cette idée des jardins, puisque on a nos submersions qui viennent et qui repartent. De temps en temps, on peut faire pousser des choses, de temps en temps, un peu moins. Et puis, que j'insiste, là, on avait aussi un démonstrateur de toutes les techniques architecturales, etc. Mais on avait aussi un petit programme où, en fait, c'est pas notre site qui va être le plus touché, c'est le site d'à côté. Et c'est un site de logement. Alors, on n'avait pas moyen vraiment d'intervenir sur leur site, mais en gros, nous, on a simplement proposé qu'on a une halle, parce que c'est un site en friche, donc il y a quelques friches à requalifier. Et il y en a une, en fait, où on proposait l'idée d'une halle nourricière et, en fait, qui, durant la crise, servirait d'hébergement d'urgence pour ceux qui en ont besoin. Et sachant que ça fait comme ça un quartier juste à côté et pas un autre bout de la ville. Donc, s'il y a besoin d'aller rapidement chercher des choses chez soi, on peut s'organiser en barque ou autre. Il y a des proximités. Donc, c'est pas simplement, en fait, gérer le risque chez nous, pour nous, sur notre site. Voilà, on peut devenir un centre de crise. Notre démonstrateur qui s'appelle la Maison du Confluent peut devenir un centre de crise. Et au final, plein de petites histoires
plein de petites histoires. Ben, en fait, on a un site qui fonctionne à X% durant la crise, mais certaines entreprises, on va dire déterminantes, elles peuvent continuer de fonctionner. Et je souriais par rapport à certains titres qui ont été dits où nous, on l'avait appelé comme une arche de Noé et pendant la crue, tout baigne, en fait, tout simplement. C'est pas pour être naïf, parce que ça demande du boulot, ça demande de comprendre, de comprendre les territoires, de comprendre les intérêts, souvent divers, paradoxaux, de les articuler, de dire des priorités entre ces intérêts. Mais on est quand même assez intimement persuadé qu'on peut quand même faire des choses et transformer nos paysages urbains. Merci pour votre attention.